accompagne-t-on bien en respectant le droit? Cette question dépasse totalement celle des EHPAD et concerne n'importe quel établissement médico-social et même l'hôpital, où souvent j'ai été confronté dans mon exercice à ce conflit intérieur entre une circulaire et le rapport à l'autre, en particulier le malade. Il faut bien comprendre que le droit n'a pas le monopole de l'éthique. Et la justice qu'il revendique à juste titre comme en étant le propriétaire ou le détenteur n'est pas toujours éthique. Et les deux entités, évidemment, droit et éthique, dans les facultés de droit, on apprend l'éthique. Et les deux entités ont des points communs de rapprochement, mais les différences concernent avant tout leur caractère opérationnel. Le droit décide, l'éthique interroge. Entre la décision et l'interrogation, il y a tout l'espace qui, à mon sens, a une valeur éthique, c'est-à-dire d'être capable de distinguer ce qui appartient au droit et ce qui appartient à l'éthique. Avec cette ambiguïté qui m'a toujours surprise, c'est des lois de bioéthique qui sont, à mon avis, un oxymore. Parce que si on parle de bioéthique, on est dans l'interrogation, et si on est dans la loi, on est dans la décision. Des lois qui prennent en compte l'éthique, des lois qui interrogent. On n'imagine pas qu'une loi est faite pour que les citoyens regardent ces lois et se posent des interrogations. Donc les lois de bioéthique, c'est une spécificité française qui mérite d'être interrogée, mais ce n'est pas l'occasion ce soir ou aujourd'hui d'en décider. La question qui demeure, donc, est-ce que la soumission au droit, dans certaines situations, pose une question éthique ? Alors, dans les situations de santé publique, et en particulier dans celles dans lesquelles les EHPAD ont été confrontés au moment de la pandémie, au nom de ce droit, des établissements sanitaires ont fermé leurs portes aux familles qui, comme toujours, venaient à un moment de la vie de ces familles et de ces personnes âgées très particulier. Ce n'est pas l'adolescence, ce n'est pas la maturité, ce sont les dernières années de sa vie juste avant la mort. Et même cette solitude tragique qui a été imposée à ces personnes a été jusqu'à la mort, seule, dans la solitude. Et il y a eu, semble-t-il, une prise de conscience collective de l'effroi. Comme si, au fond, la santé publique, dans son imprévoyance, dans son inhumanité, avait été là pour protéger abusivement ces personnes. Au fond, il y a deux concepts dans la vie. Il y a un premier concept qui est ce qu'on appelle le Zoé, la vie au sens incarné du terme, la vie au sens biologique, la vie au sens j'ai un foie, un estomac, un cerveau, ça fonctionne. Mais que ce soit un humain, un animal ou une plante, c'est la vie. Et puis il y a un autre concept qui nous a hérité des Grecs et qui, à mon avis, est beaucoup plus fort, qui est le bios. Le premier, c'est Zoé, c'est-à-dire c'est la vie biologique, et l'autre, c'est le bios. Le bios, c'est quoi? C'est la narration de chacun, même avec un déficit cognitif. On est une personne différente des autres, une personne qui a une existence, une mémoire, et les Anglais disent « bigger than life », plus importante que la vie. Or, là on peut dire de façon un peu sommaire que le droit de la santé privilégiait le Zoé au détriment du bios. Il privilégiait la vie au sens animal du terme, au sens biologique du terme, au détriment de ce qu'est une incarnation, c'est-à-dire la relation humaine. La bios, c'est nous ne sommes pas tout seuls au monde, nous sommes reliés à chacun, et notre vie humaine est une vie relationnelle avant d'être une vie existentielle. Je vous propose donc 3 temps dans cette réflexion. La première, c'est sur les mots eux-mêmes. La deuxième, c'est sur les conflits droit-éthique tels que j'ai pu les observer, qui sont peut-être
quelquefois un peu différent du problème des EHPAD, mais pour sortir un peu, parce que les EHPAD ne sont pas là pour confisquer cette réflexion droit et éthique en elle-même. Et la troisième, c'est la relation droit et éthique dans les EHPAD, à partir de 5 concepts. Première question, donc, sur les mots. La France adore les mots. Tous les pays du monde adorent les mots. Et comme si les mots allaient enfermer la réalité. Entre le mot et la réalité, il y a un espace considérable. Le premier mot, c'est le consentement. Consentement libre et éclairé. Il m'a toujours assez surpris qu'une société confie au consentement qui est apparu après le drame de la Shoah, après Nuremberg, comme un fondement même du droit. Et pourtant, ce consentement libre et éclairé, qui est devenu une sorte de mot évident, porteur en lui-même de toute sa signification, peut perdre tout son sens. Quand on consent à partir d'un document généralement ennuyeux, illisible, beaucoup trop long, je me suis toujours posé la question de savoir si le consentement n'était pas là pour protéger celui à qui le proposait, justement, plutôt que celui à qui on le proposait. Et que, au fond, le consentement était plutôt une sorte de valeur d'assurance. Ne venez pas protester après, vous aurez consenti avant, au moment même où je vous ai donné ce document. Et je pense que le mot consentement, un jour, devra être remplacé par, non pas le choix libre et éclairé, par le choix oui ou non, qui sont porteurs autant, éventuellement, d'évidence que l'un que l'autre. Parce que si le consentement aboutit à ce que le choix est évident, est-ce que vous voulez qu'on vous opère de votre jambe fracturée? Celui qui dit non, c'est quand même un peu étrange. Et on peut très bien penser qu'il a perdu quelque part un déficit cognitif. Au fond, si le consentement est fait simplement pour être un automatisme avant de faire le moindre geste médical comme on le voit, je trouve que c'est absurde. La question, c'est choisir dans les cas où, effectivement, le consentement peut être porteur de sens. Premier mot, donc, le consentement, qui, à mon avis, est un mot juridique dont la valeur est éthique dans son application. Le deuxième, c'est le mot bienfaisance. Bienfaisance, en lui-même, qui en décide? Est-ce que c'est la personne à laquelle la bienfaisance s'applique, ou est-ce que c'est celui qui proclame « je suis bienfaisant ». C'est un problème fondamental, parce que celui qui le propose a toujours l'impression que c'est très bien. Mais la personne qui en est l'objet peut être un petit peu dans une situation plus ambiguë. Par exemple, je ne sais pas quelle situation dans les EHPAD, mais apporter un peu de vin ou d'alcool dans un EHPAD, on peut imaginer qu'au nom du droit, on ne met pas d'alcool dans un établissement de santé. Est-ce que c'est bienfaisant pour une personne de boire de temps en temps un petit verre de Bourgogne ou de Beaujolais? La malfaisance. Le séisme qui a été entraîné par le livre Les Fossoyeurs, qui est sorti il y a une semaine, au fond, s'abrite dans la direction de ces établissements derrière des impératifs de gestion qui sont acceptés par la loi pour échapper aux reproches de malfaisance. Nous avons appliqué la loi avec tant de personnes, pour tant de personnes hébergées. Et par conséquent, ayant appliqué la loi, nous n'avons rien. Alors que le concept de malfaisance peut être un concept qui, évidemment, est lié à l'action dans ces EHPAD des personnes concernées. L'autonomie d'une personne. Respecter l'autonomie d'une personne, c'est une recommandation légale et parfaitement justifiée. Mais, à partir du moment où cette personne est dans une situation de déambulation hasardeuse, qu'elle fuit, qu'on ne sait pas très bien quelle va être sa conduite, qu'elle peut changer de chambre et indisposer les autres résidents, peut conduire à une prise de solution qui peut conduire à un enfermement. La question, c'est pas de dire il ne faut pas l'enfermement parce qu'il y a des solutions insolubles. Le problème, c'est de le faire en réfléchissant non pas par une circulaire ou par une recommandation, mais on peut imaginer que dans ce cas-là, une réunion éthique comportant les soignants et éventuellement et surtout les familles, pour savoir un petit peu comment les familles prennent conscience qu'une personne dans un établissement, elle n'est pas toute seule, et qu'il y a un établissement qui concerne 50 ou 100 personnes, mais trouver
non pas forcément la meilleure solution, mais ne pas prendre la pire des solutions, qui est la solution simpliste de l'enfermement. Au fond, le droit n'apporte pas de réponse formelle dans ce domaine, mais l'éthique va permettre d'avoir une réflexion permanente entre bienfaisance et malfaisance. Mais une éthique, elle ne doit pas être procédurale. Il ne faut pas qu'il y ait une affiche éthique qui, à ce moment-là, retrouve les contraintes du droit et perd son sens. Ce qui demeure d'autonomie de la personne est une interrogation éthique qui demeure dans sa vérité et dans sa difficulté. Deuxième réflexion, quelques exemples qui vont bien sûr sortir des EHPAD, mais qui me paraissent incarner le divorce entre le droit et l'éthique. Et d'ailleurs, c'est toute la finalité, et c'est le rôle du Comité consultatif national d'éthique, avec des périodes plus ou moins différentes, quelquefois d'interroger comment l'État, dans sa légalité, dans son expression d'une loi, peut se trouver en porte-à-faux par rapport au respect des personnes. Je prends 3 ou 4 exemples. Dans une des dernières lois, il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, le refus de l'assistance médicale procréation post-mortem. Une femme et un homme conçoivent un enfant avec une insémination, l'homme meurt dans un accident de moto ou il meurt d'une maladie, et la loi dit, à ce moment-là, le processus doit s'interrompre. Les gamètes sont au congélateur et cette femme désespérée attend elle pourrait que l'insémination qui pouvait se faire, comme j'ai pu le voir quelquefois, dans les jours qui devaient se faire au moment où l'accident est survenu, où la mort est survenue, on lui interdit d'avoir les gamètes de l'homme qu'elle a aimé. Alors on peut dire que c'est de la sensiblerie, et on va lui dire que si elle ne veut pas avoir un second homme avec une vie sexuelle, elle va être obligée de recourir à des gamètes d'un inconnu. Je trouve que la loi dans ce domaine est d'une violence. En même temps, elle dit que chaque femme doit pouvoir avoir accès à des gamètes, sauf les veuves qui n'auront pas le droit d'accéder aux gamètes qui étaient prévues. Et je trouve que là, il y a une violence institutionnelle, quelquefois cachée. Les délits de fraternité. On l'a vu avec les migrants, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit en Méditerranée, que ce soit dans la Manche, aux frontières. Quelques citoyens ont sauvé des migrants qui allaient mourir de froid, mourir de faim, et ils ont été considérés comme des délinquants par le droit. Il a fallu que le Conseil constitutionnel revienne un petit peu en arrière, mais il y aura toujours le sentiment que aider une personne en difficulté, aider une personne en danger, qui est le fondement même de l'humain, peut être remis en question par la loi. Troisième exemple, l'image dévoyée du principe de précaution. La France est le seul pays au monde à avoir inscrit dans sa constitution le principe de précaution. Comme si, aller dans le futur, il faut y aller avec les poches pleines de précautions. C'est très bien philosophiquement, mais pratiquement. Je prends un seul exemple. Dans les années 96-97, la France a interrompu en catastrophe, entre un jeudi et un vendredi, la vaccination contre l'hépatite B, qui était une vaccination extrêmement efficace, au nom de rumeurs que cette vaccination entraînait des complications qui n'ont jamais été confirmées. Un peu, vous savez que tout climat vaccinal entraîne toujours des débats. Mais la conséquence a été celle-ci. Elle a été que plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'Africains et d'Asiatiques sensibles à l'interruption par la France de la vaccination contre l'hépatite B sont morts de cancer du foie, de cirrhose, avec une quantité importante, puisque environ 40% au Sénégal étaient porteurs de ce virus potentiellement responsable d'un cancer du foie. En France, c'était 0,1-0,2%. Au fond, autrement dit, le droit qui ne regarde pas plus loin que son ombre peut être une catastrophe épidémiologique. Quatrième point, c'est la recherche en cancérologie. La recherche en cancérologie, elle a besoin d'avoir des innovations permanentes et en particulier de chercher de nouvelles substances. Et donc, ce qu'on appelle la phase 1 en cancérologie suppose d'introduire chez les malades
des substances pour voir leur tolérance chez l'humain, car elles n'ont jamais été administrées, pas leur efficacité. Et donc il faut aller demander, parce qu'on ne peut pas prendre de volontaires sains car ce sont des médicaments dangereux, on va prendre des malades qui sont en fin de vie en leur disant « il y a une nouvelle substance, est-ce que vous voulez l'essayer ?» Au lieu de leur dire « cette substance, vous allez l'essayer, mais on ne va pas regarder si elle est efficace, on va voir si vous la tolérez », on ne dit pas ça aux malades. On dit « le droit, on va essayer une nouvelle substance, est-ce que vous êtes d'accord ?» Quel est le malade en fin de vie qui ne va pas dire devant une nouvelle substance, mais bien sûr, alors qu'en fait, ce médicament, dans cette phase, ne sera pas efficace, il sera simplement testé comme tolérance. On voit très bien qu'un certain nombre de situations légales, en fait, posent un problème éthique majeur. J'aborde donc la troisième réflexion, qui va concerner plus spécifiquement les EHPAD. Le premier concept, c'est celui d'usage du conseil de vie sociale. Les EHPAD ont l'obligation d'avoir un conseil de vie sociale au milieu, dans leur instance, dans leur fonctionnement, mais c'est un droit purement consultatif et on peut très bien comprendre que si un conseil de vie sociale était décisionnel à chaque instant, ce serait très difficile pour une direction d'EHPAD de fonctionner avec des moments un peu différents dans l'année en fonction des décisions de ce conseil de vie sociale. Mais son activité elle-même, elle est éthique. C'est-à-dire qu'elle a un besoin de rassemblement, il n'y a pas de chiffre, mais sa fréquence, son observation, sa réalité est éthique. Ce n'est pas parce qu'elle est marquée dans le droit que si elle est une fois par an, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut que le conseil de vie sociale soit aussi le lieu de critique. Mais des critiques qui ne soient pas vis-à-vis des familles qui éventuellement interviendraient, censurées au nom de « si je dis telle chose, on va considérer que je me plains de façon abusive et que peut-être j'envisagerai quelques représailles ». Donc il faut que ce conseil de vie sociale soit libre, qu'il soit suffisamment représentatif et renouvelé pour qu'il ait une valeur éthique, sinon il est un principe juridique à peu près vide. Le deuxième, c'est le respect de la dignité des personnes. J'ai toujours été frappé depuis 20 ans, et ça a changé, mais comment le droit français, à l'opposé du droit anglo-saxon, est très mal à l'aise avec le concept de dignité des personnes. Dignité des personnes, oui, c'est un principe éthique. Sur le plan juridique, comment voulez-vous, disent les juristes, parler de dignité des personnes comme un concept qui serait suffisamment signifiant pour qu'on l'inscrive dans une loi. Et puis peu à peu, l'évolution a fait que le droit, depuis 20 ans, a fini par l'inscrire, mais plutôt sur le sens négatif, c'est-à-dire cet avis, cette loi ne respecte pas la dignité des personnes, mais ça reste un peu un embarras dans le droit. En fait, son incarnation est très loin d'exister, et je pense que simplement, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit opérationnelle, et qu'il faut en faire beaucoup plus un concept éthique qu'incantatoire sur le plan juridique. Le troisième, c'est le concept de responsabilité. J'ai toujours été très surpris, en tout cas depuis 2 ou 3 ans, comment, dans l'espace public qui était celui qui recueillait les informations à partir des conflits dans les EHPAD, entre les familles, le concept de responsabilité, d'invocation de la faute sécuritaire par les directions, de peur de se voir reprocher par des familles de ne pas avoir protégé, si on revient à ce que je disais le Zoé, à protéger la vie. Et cette inquiétude m'a toujours paru vraiment non seulement excessive, mais porteuse quelque part d'une non-éthique. C'est une fausse responsabilité. Personne ne reprochera jamais à une institution médicale, médico-sociale ou à une EHPAD de prendre des mesures ouvertes expliquant aux familles les conflits que cela propose et de trouver en même temps des solutions plutôt que de se
drapé dans une espèce de responsabilité qui écarte, au fond, tout reproche a priori posé dans cette question. Et on pourrait imaginer que le Conseil, la solution, c'est de partager avec le concept de vie sociale les mesures éventuelles de contraintes qui vont être durée courte, mais qui sont acceptables si on en a la motivation, et on va trouver quelques possibilités d'aménagement qui ne sont pas si difficiles que cela. Et l'argument de l'interdiction de visite aux familles au nom de se voir reprocher la mise en danger des pensionnaires ne tient pas, il est typiquement une faille éthique. C'est un climat éthique qu'il faut faire vivre dans un EHPAD, pas un climat juridique. Au fond, il y a un moment où le climat juridique excessif finit par faire perdre de son sens la dignité et l'éthique vis-à-vis de ces personnes. C'est pourquoi d'ailleurs, et avant de terminer, je parlerai du droit des personnes vulnérables. Pourquoi existe-t-il un droit ? Le droit n'est pas fait pour privilégier les personnes protégées, riches, libres. Il est fait pour protéger les plus faibles. Il est fait pour protéger les personnes vulnérables et pas pour protéger les institutions. Plus elles sont vulnérables, ces personnes, plus elles devraient être protégées par le droit. Cette protection relève alors là plus du droit que de l'éthique, car elle a un caractère obligatoire. Alors, à l'épreuve de la pratique, c'est facile de dire cela peut-être, mais comment faire ? En réinterrogeant sans cesse les procédures. Une procédure peut parfaitement être proposée, mais elle doit être interrogée, renouvelée, de façon que l'acceptation par un regard extérieur mette en balance l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, sans nécessairement en faire un absolu. Au fond, l'exception, qui est éthique, le droit ne supporte pas l'exception. Et je pense que dans ces deux conceptions qui font que, quand nous avions rendu un rapport en 1999 en parlant de l'exception de l'euthanasie, je n'ai pas le temps de revenir dessus, mais qui était un terme qui permettait de sauvegarder la liberté des personnes et de ne pas faire de l'euthanasie une réponse sociétale. Eh bien, le droit a refusé le concept d'exception de l'euthanasie. Et on voit très très bien dans ce conflit entre droit et éthique comment le refus de l'exception et l'acceptation de l'exception, ou en tout cas l'encouragement de l'exception par l'éthique, est un lieu de conflit important. En conclusion, la relation droit-éthique, elle doit être féconde. Elle ne doit pas, bien sûr, être un affrontement guerrier où chacun se cantonne dans sa position d'assiégé. Elle est là pour qu'il y ait une sorte de fécondation réciproque de l'éthique par le droit et du droit par l'éthique, ou de l'éthique par le droit. Le droit n'est pas un obstacle éthique, mais un allié qui doit justement dépasser les antagonismes. Savoir improviser, ne pas être obsédé par les circulaires, ne pas être obsédé, au fond, quand il y a de l'humain en jeu. Les institutions ont beaucoup de peine à manier l'humain. Elles manient des chiffres, elles manient des quantités, elles manient des objurgations, elles manient des principes, des mots, mais l'humain est le dernier roue du carrosse. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, que, à l'occasion de la pandémie, qui est en voie de clôture, je crois, au moment où on fait cette conférence, encore qu'on puisse imaginer qu'il y aura quelques scories encore pendant quelques semaines ou mois, on pourrait imaginer que, au fond, le principe d'une personne âgée ou en fin de vie dans un EHPAD, l'interdiction de la visite est une faille éthique majeure. Et que le droit doit être à ce moment-là réinterrogé dans sa finalité. On pourrait imaginer, je ne sais pas, une personne à la fois, 3 jours par semaine, masqué, éloignement,
tablette, mais pas tablette qui me remplace l'humain. On ne va pas remplacer la relation humaine chez une personne de 95 ans parce qu'elle a une tablette en disant on a fait notre métier, elle peut rester en contact avec sa famille. Je crois que arriver à ce que la réflexion humaine sur le désastre peut constituer la violence d'un enfermement d'une personne qui, au moment de quitter sa vie, se retrouve dans une solitude, est absolument inhumaine, quel que soit le risque que l'on peut faire courir aux pensionnaires. Une société sécuritaire, elle perd toujours son âme, car il y a alors un véritable danger institutionnel. Et l'honneur, c'est un grand mot, mais l'honneur d'un professionnel de santé, c'est sans cesse de remettre en question le rapport qu'il y a entre une loi, une circulaire, un diktat et le respect de la personne pour lequel on travaille et qui est sa propre finalité. Merci pour votre écoute.